Un aller simple, c'est le titre du livre qui lui a valu un prix Goncourt. C'était en 1994, c'était son 7e roman. Depuis, il en a écrit de nombreux autres, en moyenne un par an, qui ont également obtenu des récompenses. À son palmarès, il compte une trentaine de romans, 8 scénarios et 6 pièces de théâtre. Et malgré un tel rythme d'écriture, il réussit la prouesse de nous étonner à chaque fois. Bonsoir Didier Van Kovlert. Bonsoir Ariane. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors après avoir évoqué ces dernières années les chiens d'aveugle ou les émotions des plantes, vous revenez cette fois-ci avec un livre intitulé La personne de confiance. C'est paru aux éditions Albin Michel. Et alors c'est l'histoire de Maximilien qui s'apprête à enlever une jolie Rolls qui est mal garée pour l'emmener à la fourrière, sauf qu'à l'intérieur, il ne l'a pas vue tout de suite. Il y a une vieille dame de 93 ans, s'ensuit une histoire complètement hallucinante. Et Madeleine, puisque c'est son prénom, va le charger de devenir sa personne de confiance. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce nouveau roman ? Ces rencontres accidentelles dans la vie, ces univers qui n'auraient jamais dû se croiser et qui, là, par cette situation, se rencontrent. Et tout à coup, là, ça m'intéressait de montrer une personne qui est quand même l'ennemi public numéro 1, un conducteur grutier de la fourrière. Qu'y a-t-il derrière ? On ne voit que, évidemment, l'inconvénient qu'il représente. Et j'ai voulu montrer que ce petit cow-boy urbain, ce Maximilien, ce gars de 24 ans, et quelqu'un qui, grâce à cette rencontre, grâce à sa culpabilité, pire que ça, puisque emmener à la fourrière une voiture et quelqu'un dedans, c'est une cause de renvoi immédiat. Donc déjà, c'est un problème énorme lorsque un livreur de pizza le double en lui disant « Hey man, t'as une vieille à l'arrière ». Et là, il se précipite, t'as une yeuve. Et il se précipite, et en effet là, la vitre noire est descendue, et il y a une vieille dame qui parle toute seule, les yeux fermés, dans une crise un petit peu de démence ou autre. Et que faire ? Alors, il ne va pas la déposer sur la voie publique et ramener la voiture à vide. Ça ne se fait pas, il a quand même un code moral. Il ne peut pas relâcher la voiture parce qu'il y a des mouchards à bord de chaque 4x4 de la fourrière. Et la solution, il y a une clinique tout près, donc il se dit je la dépose aux urgences et je ramène la voiture à vide. Sauf que quand il la dépose, la vieille dame jaillit de la voiture et lui saute au cou en disant « Victor, enfin, ils t'ont relâché ». Et elle le prend pour son amant. Son grand amour. Son grand amour de la résistance. C'est une héroïne de la résistance, une ancienne aide cuisinière, partie de zéro, qui a fondé une marque de biscuits qui est devenue la 4e marque en France. Et comme ça arrive souvent dans les familles, sa famille essaie de la faire passer pour folle et l'a mise sous médicaments qui donne les symptômes apparents de médicaments incompatibles, effectivement. Alors vous écrivez, je vous cite, « Du jour au lendemain, je me retrouve avec les clés de sa vie, de son entreprise, de sa famille d'escrocs », parce qu'effectivement, ils essayent clairement de l'escroquer, et c'est moi qui décide. Fermez la parenthèse. Alors, ce que raconte aussi cette histoire, c'est la façon dont une vie peut complètement basculer du jour au lendemain. Il y a un certain nombre de personnes comme ça, dont la vie bascule pour des bonnes ou des mauvaises raisons. C'est quelque chose qui vous fascine en tant que romancier, ce basculement ? Oui, bien sûr. Et puis le basculement mutuel. Parce que là... Pourquoi Madeleine va flasher sur ce garçon ? Pourquoi elle va lui confier les clés de sa vie ? Pourquoi elle va lui demander de le protéger contre sa famille ? C'est que la manière dont il réagit à cette crise provoquée par l'interaction de médicaments, qui fait que tout à coup, elle le prend pour ce garçon qui est mort quelque temps après la guerre et du coup c'est comme si elle avait 24 ans elle-même et la manière dont lui réagit à ça en jouant son jeu déjà pour pas se faire attraper parce que comme il est en situation régulière par rapport à la fourrière, d'un côté il dit bon je joue son jeu, oui je vais être Victor, ça protège mon identité de grutier de la fourrière quoi. Il y a quelque chose à la fois un peu naïf, un peu généreux, un réflexe de générosité, un respect en même temps pour la détresse de cette dame, et puis un côté malin, la manière dont tout à coup il doit gérer la situation, ce qui fait qu'elle, lorsqu'elle reprend ses esprits, elle l'a testé, elle a vu comment il réagit, et elle va décider de faire confiance à cette personne et de le nommer, puisque la société offre ce recours aux personnes de nommer un étranger, un inconnu, qui on veut, comme personne de confiance, dont la vie
prévaudra sur celui de la famille par rapport au monde médical, par rapport au monde financier, par rapport à tout ça. Reste à savoir, comme dit Samira, qui est un personnage important aussi dans l'histoire et qui est donc l'amie de votre personnage Maximilien, reste à savoir, comme dit ma copine Samira, si c'est le kiff absolu ou le plus dangereux des pièges. De nouveau, je ferme la parenthèse. C'est ainsi que s'exprime Maximilien, votre héros. Comme toujours, finalement, tout est question du regard porté sur les choses. Oui, et puis là, il se rend compte quand même qu'une fois qu'elle est sortie de l'effet de ses médicaments, cette vieille dame qui a été une grande espionne, qui a espionné les nazis, qui a pris des risques énormes, qui après, à partir de rien, a fondé vraiment une entreprise costaud, c'est quelqu'un qui a une psychologie d'action sur le terrain, un sens de qui est la personne en face, de ce qu'on peut lui demander de l'objectif à atteindre à travers elle. Donc c'est une manipulatrice. Sauf que lui aussi, il va un peu se servir de Madeleine parce que cette vieille dame en déshérence qui visiblement est sous l'emprise de médicaments, ça lui permet d'appeler la fille dont il est amoureux sans que ça marche du tout, Samira, sa voisine du dessus. Il arrive à se rendre effectivement intéressant aux yeux de Samira et puis à rendre sa propre vie intéressante. Et oui. Il n'est pas grand-chose, ce jeune homme de 24 ans, il n'est même rien du tout. Effectivement, il a un métier, vous l'avez dit vous-même, qui ne fait pas rêver, en tout cas qui ne nous rend pas éminemment sympathique ce type de personnage. C'est tout ce qu'il a trouvé pour payer son loyer. Et tout d'un coup, voilà, sa vie... Et puis Samira, elle est étudiante en pharmacie et son père est médecin. Donc là, tout à coup, il va appeler Samira au secours, la mettre dans cette aventure et en même temps, ce qui m'intéressait aussi, c'est de montrer à 70 ans d'écart comment une jeune fille de banlieue qui anime des assos où elle s'occupe des vieux, des malades, des drogués qui essaient de s'en sortir et tout ça, et puis donc est en révolte contre plein de choses, contre les salafistes dans la cité, contre les dealers, contre les hommes aussi, elle a de bonnes raisons de l'être, et bien tout à coup, mise en présence de cette vieille dame qui a été une héroïne rebelle de la résistance, et bien c'est les mêmes, et elles se reconnaissent l'une l'autre. À 70 ans d'écart, elles n'auraient jamais dû se rencontrer dans les circuits parallèles de la vie. Et en même temps, pour Max, ça va être l'occasion justement d'exister dans les yeux de cette fille parce qu'il lui ramène cette prise de la fourrière extraordinaire et que, en fait, ça va être une histoire d'amitié à trois. Une histoire d'amour à deux avec l'aide de cette troisième personne. Et puis, bon, sans dévoiler la fin, évidemment que chacun va interagir sur le destin de l'autre et dans le bon sens. Mais c'est vrai que c'est très troublant cette façon dont les personnages finalement qui n'ont effectivement rien à voir entre la jeune femme du 9-3 et cette mamie qui a successful mamie qui a réussi à la sueur de son front et voilà à monter cette entreprise effectivement qui est une vaillante héroïne et qui finalement sont très semblables et qui s'entendent extrêmement bien et qui arrivent à trouver un langage commun finalement. Et qui en même temps ça y est, son neveu est en train il s'est emparé de l'entreprise, il va la faire interner, donc elle est en danger complet et elle est consciente de ça dès le moment où elle se rend compte qu'elle n'est pas Alzheimer. C'est ça le problème. Elle ne supporte pas l'idée justement du déclin. Elle a même décidé de faire un suicide assisté en Suisse pour ne pas imposer aux autres ce déclin. Et c'est là où il y a cette rencontre avec ces deux jeunes qui va complètement modifier le destin qu'elle a décidé pour mettre un point final qui ne soit pas pour elle quelque chose d'insupportable. Donc, effectivement, elle ne supporte pas le fait de se sentir déclinée, mais elle supporte encore moins sans doute le fait d'avoir été manipulée par son neveu. Ce qui m'a vraiment frappée en lisant votre livre, c'est de voir à quel point vous semblez bien maîtriser les codes du 9-3. Comme vous répétez, on a presque l'impression que vous y avez fait un stage en immersion. Il n'y a rien dans les expressions verbales des jeunes des cités qui semblent échapper à votre sagacité. Alors j'imagine pourtant que vous n'y passez pas vos soirées. D'où vous est venue cette connaissance de ce qu'on pourrait appeler la wesh-wesh attitude? Vous savez, en tant que romancier, je suis une éponge, donc je m'immerge, même une éponge à distance, c'est-à-dire je par empathie, j'absorbe, comme vous dites, les codes, les comportements, la psychologie, mais il est très important pour éviter de tomber dans le cliché, dans la caricature, de toujours se rappeler que les gens ne sont jamais résumables à une place dans la société, à une adresse, banlieue, à un sexe, à un âge, à un style, à
à un niveau social. À chaque fois, il y a quelque chose qui fait la différence, qui fait que ils ne parlent pas non plus comme des caricatures, des gens comme ça. Ils ne pensent pas comme des caricatures. Par exemple, Max, qui est un enfant trouvé dans un local poubelle, publique, voilà, a été placé dans des foyers, tout ça, et il pourrait n'être qu'un gamin comme ça, passer de foyer en foyer avec le lycée technique, formation de carrossier tôlier, sauf qu'il a été placé à un moment donné chez un type qui était un correcteur de magazine. Et, qui ne s'est passé aucune faute de syntaxe. Oui, lui-même viré pour faute de frappe. Donc, voilà. Et qui, dès qu'il y avait une faute de syntaxe, c'était une torgnole. Alors c'était un enfant battu, mais en même temps, pour ne pas être battu, il fallait parler bien français. Donc comme il dit à un moment donné, le français que je parle, c'est à lui que je le dois, pour éviter les baffes. Donc ça, ce qui m'intéresse, c'est cette lecture de gens qui ne pourraient être que des victimes, et à juste titre, mais qui tout à coup ont inversé. Et le vrai rapport de force, c'est ça, c'est réussir, avec ce qu'on a subi en tant que victime, à en faire une force, incluant la force du pardon. Parce que il pardonne à ce faux père, comme il dit, tortionnaire, ce père d'accueil tortionnaire, il lui pardonne parce que, qu'est-ce qui lui reste ? La langue française, c'est tout à coup une manière de dominer les origines, les difficultés de la vie par la langue, donc, et par le dialogue, par l'expression. Et cette volonté de faire tomber les barrières du destin, les personnages de Samira et de son père l'incarnent aussi très bien par cette volonté de venir en aide aux migrants. Elle mène un peu un combat social aussi pour les étudiants. Enfin, il y a cette volonté de déjouer la fatalité chez l'un comme chez l'autre en allant défendre des personnes au banc de la société. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'explorer tous ces types de bienveillance active qui vont aussi avec une certaine violence, parce que contrairement à ce que trop de gens répètent, la bienveillance n'a rien à voir avec de la mièvrerie. Les gens vraiment bienveillants sont souvent des soldats, des gueulards, des brutaux. Et Samira, à la fois, elle s'occupe de plusieurs assos, dont Action Senior, pour bouger un peu les vieux, les sortir, les mettre au sport et tout ça. En même temps, elle fait le coup de poing contre les dealers qui se mettent à la sortie des écoles, contre les islamistes qui essaient d'embrigader. Donc c'est en même temps une violente, une justicière et une vraie gentille. Oui, mais elle n'est pas mièvre du tout, elle est même franchement brute de décoffrage. Voilà. Et en même temps, très intelligente, brute de décoffrage, au sens où elle refuse les compromissions, elle refuse les concessions, et puis elle n'a pas le temps. À un moment donné, Max sonne, il veut lui expliquer les problèmes avec la vieille dame, et dit bon écoute, tu craches ton blême vite parce que j'ai de la vaisselle qui vient de me lâcher. Elle est en train de faire la vaisselle à la main, elle est pleine de liquide vaisselle, donc il n'y a pas le temps pour gérer les états d'âme, les hésitations. J'aime bien les gens qui sont dans une vitesse de défilement très rapide à cause de la pression sociale, pragmatique, et qui en même temps, d'un coup, le temps s'arrête parce qu'il lui raconte cette histoire extraordinaire et qu'elle dit quoi, tu ramènes, c'est la mamie des biscuits du matin là, qu'elle distribue à ces personnes de son association. Et elle partage avec Madeleine, donc cette vieille dame recueillie dans la Rolls, un même goût de l'efficacité, c'est certain. Ouais. Et puis, on imagine que si elle avait été plongée comme Madeleine, toute gamine dans la Deuxième Guerre mondiale, elle serait devenue ces petites agentes insoupçonnables de la résistance qui ont fait énormément de choses pour libérer la France. Alors, vous disiez tout à l'heure que souvent vous entendez des histoires qui vous inspirent pour vos romans. Est-ce que là vous aviez entendu l'histoire d'une personne qui serait restée dans une voiture ? Est-ce que c'est la réalité qui dépasse la fiction ou l'inverse finalement ? Non, je pense que c'est une idée que j'ai depuis très longtemps en tête, et j'attendais vraiment de trouver les personnages qui puissent, à partir de cette idée de départ, créer une histoire qui me satisferait. C'est en voyant une voiture enlevée, je pense que je me suis dit, tiens, si jamais il y avait quelqu'un dedans, qu'est-ce qui se passe ? Et après, j'ai découvert, en enquêtant, parce que j'invente toujours d'abord, et puis après, je vérifie, j'ai découvert que c'était arrivé dans la réalité, notamment, un jour, un grutier de la Fourrière a enlevé une voiture où il y avait un bébé dedans, et là, ça, c'est renvoi immédiat, c'est tout. Donc ça, je cite après ce fait à l'intérieur pour justement dramatiser encore la situation de Max. Mais voilà, et puis après, souvent, c'est quelque chose de visuel qui déclenche. C'est une situation très pragmatique
qui après va déclencher tous ces sentiments, ces modifications psychologiques, et puis ces symboles aussi. Quand j'ai eu cette idée, je ne me suis pas rendu compte de sa portée symbolique. D'un coup, ce garçon qui remorque sans le savoir une vieille dame, après va la remorquer en connaissance de cause, va la soulever, va lui permettre, porter à bout de bras. Donc il y a toute une symbolique que certains critiques ont déjà soulevée, dont franchement, en toute sincérité, en toute honnêteté, je n'étais pas conscient, je crois, au moment où j'ai écrit. C'est l'intention pour le coup qui travaille. C'est-à-dire que je crois beaucoup aux situations que l'on creuse, qui amènent à des symboliques, à des états d'âme psychologiques, plutôt que de partir à l'envers sur des idées, des thèmes à traiter, des choses que... je crois plus à cette forme où nos préoccupations, nos hantises, nos fantasmes, nos problèmes se greffent sur des situations très pragmatiques, plutôt que d'essayer d'illustrer par un récit ou une situation un état d'âme qui nous importe. Écoutez, on a très envie de lire le livre. Enfin, moi, je l'ai déjà lu, mais en tout cas, je pense que ça donne très, très envie de lire le livre. Je vais disparaître du plateau. Alors, je ne sais pas si ça pourra vous inspirer pour un prochain roman, peut-être. Mais vous allez continuer de m'entendre. On se retrouve dans quelques instants. D'accord. À tout de suite. Didier Van Kovlat, est-ce que vous êtes bien installé ? Oui. Vous avez un repose-pied. Si vous souhaitez allonger vos jambes, faites vraiment comme chez vous. Le principe de cette deuxième partie de l'émission, c'est le suivant. Je vais vous proposer différents mots, 4 au total. Pour chacun d'eux, vous pouvez laisser partir votre imagination, dont on a vu à quel point elle était fertile, pour me dire ce que ces différents mots vous inspirent. Le premier d'entre eux, c'est compassion. Compassion. C'est un mot que j'emploie moins souvent que empathie, qui est quand même proche étymologiquement du sens. Compassion, souffrir avec. L'empathie, c'est souffrir à l'intérieur de l'autre. Il y a quelque chose qui implique davantage. Et souffrir, mais bon, souffrir dans tous les sens du terme, c'est-à-dire souffrir dans le sens positif aussi, c'est-à-dire éprouver tous les sentiments qui modifient quelqu'un, qui l'abîment, qui lui pèsent ou qui le transportent. Donc oui, j'éprouve de la compassion, mais je préfère souvent la baptiser du nom d'empathie. Vous vous êtes lancé dans l'écriture très jeune, en grande partie, dites-vous, par compassion pour votre père, lequel se pensait condamné à ne plus marcher après un grave accident de voiture qui l'avait laissé très handicapé. Vous n'aviez à l'époque que 7 ans et demi, et pourtant, malgré votre jeune âge, vous avez décidé de devenir le plus jeune écrivain publié du monde. C'était par compassion pour lui ? Par empathie. Et par volonté de faire quelque chose. Je me disais, parce que j'avais entendu, alors qu'il ne marchait quasiment plus, qu'il disait à ma mère, un jour j'entrais de l'école, la porte était entrebâillée, j'entends dire, le jour où je suis dans un fauteuil roulant, je me tire une balle dans la tête. Je veux imposer ça à personne. Et là, je me dis, oula, il va se suicider dans pas longtemps. Et la manière dont je réagis, justement, en même temps, je le comprenais. Dieu sait si j'adorais mon père, mais je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui lui donne envie de vivre, même en fauteuil roulant. Et là, je me suis dit, puisque j'avais commencé à écrire à cause ou grâce à lui, puisqu'il me racontait des histoires tellement drôles, tellement stimulantes, que j'avais décidé de faire pareil. Mais je pouvais moins bien raconter des histoires que lui à l'oral. Quand j'ai appris à écrire à l'école, je me suis dit, les mots, ça sert à raconter des histoires. Donc je vais écrire des livres, et puis des histoires qui toucheront des gens que je ne connais pas. Ça sera encore plus fort que de raconter des histoires aux gens de l'entourage. Et donc ça sera mon métier, je ne ferai rien d'autre. Donc j'avais déjà pris cette décision, et là, je me suis dit, ok, là on se met en vie active et on se met dans l'urgence, et je vais me servir de mon jeune âge comme d'un argument publicitaire, et comme ça mon père, ça lui donnera envie de vivre quand même, vu que lui, ça aurait été son rêve d'être un écrivain professionnel. Il avait toujours écrit, mais voilà, le cours de la vie ne l'avait pas permis de faire en prose que moi j'ai pu faire, quoi. Il est resté amateur. Mais c'est pas moi qui l'ai sauvé, c'est la chirurgie. Il a été le pionnier de la greffe de la prothèse de hanche, mais j'ai quand même continué d'écrire.
Alors les premiers ouvrages que vous avez envoyés des maisons d'édition n'ont pas tout de suite été acceptés. En revanche, quand même très jeune, vous n'aviez que 22 ans, votre premier roman 20 ans et des poussières a été publié aux éditions du Seuil. Vos ouvrages, ils abordent pour la plupart le thème de la construction de personnes en difficulté. Qu'est-ce qui se passe en vous, concrètement, lorsque vous voyez une personne en souffrance? Est-ce que littéralement vous souffrez avec? J'essaie surtout, quand je suis touché par cette souffrance, d'essayer de la réduire, d'abord de la comprendre et de faire quelque chose. C'est vrai qu'il y a chez moi une empathie qui serait maladive si elle ne m'apportait pas aussi beaucoup de joie. Donc, mais comme dans les personnages de la personne de confiance, ce sont des gens actifs qui essaient de faire des choses qui vont améliorer la situation, qui vont réparer l'injustice. Et ça, c'est un instinct très fort chez moi et qui me rend heureux. Je pense qu'il y a une part d'égoïsme dans l'altruisme aussi, sans quoi, ou c'est de l'hypocrisie, ou c'est un signe de sainteté. Je ne suis pas un saint et je ne suis pas un hypocrite. Donc voilà, je trouve aussi ma satisfaction, mon contentement, mon excitation dynamique dans le fait d'essayer de réparer les injustices et les souffrances quand j'en ai les moyens. Parfois, on peut hélas ne rien faire. Concrètement, sur quoi débouche cette compassion? Est-ce que vous avez des exemples concrets d'actes sur lesquels elle aurait débouché, ou à défaut d'actes, des prises de position? Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un sourire que la personne n'attend pas. Ça peut être une réponse financière immédiate à un problème. Je pense là, l'image qui me revient, c'est une chose qui m'a profondément indigné dans un moment où normalement je n'avais pas le temps de m'arrêter. J'étais en retard pour prendre un avion et je me précipite dans l'avion et il y a une jeune femme devant moi que j'avais vue boiter vraiment, qui avait un gros problème physique et qui me dit « Pardon, est-ce que vous pourriez m'aider, je suis désolé de vous demander ça, mais bon, elle me raconte brièvement son problème qui juste était un scandale parce qu'elle aurait dû bénéficier d'une aide, elle ne bénéficiait pas et malgré à cause de son handicap, elle était condamnée à dormir dans le parking d'Orly, dormir à un endroit où elle trouvait des grilles et elle me raconte un truc et puis elle me le prouve en même temps et tout à coup, elle me dit simplement si je pouvais aller rentrer pour me présenter demain pour mon traitement, parce que je ne peux pas dormir, je suis sur le qui-vive à cause des violeurs potentiels qui sont là. Et là, j'avais pas le temps d'écouter davantage. Je lui dis, venez avec moi. On est allé au distributeur, j'ai sorti tout ce que je pouvais retirer et je lui ai donné. C'est là, tout à coup, comment vous dire... j'ai les moyens de le faire. C'est pas, il n'y a aucun héroïsme là-dedans, il n'y a aucune privation de ma part. Je ne le ferai pas pour tout le monde. J'ai senti là qu'il y avait une urgence absolue et l'incrédulité de cette jeune femme face à ce geste un peu démesuré que j'avais, ça m'a fait un bien. Voilà. Et puis, voilà. On vous sent, comment dire, très, très, très plein d'empathie, de compassion pour la souffrance d'autrui, effectivement, et vous venez de nous le prouver avec cette anecdote. Il y a un autre thème qui revient assez régulièrement, que ce soit dans vos livres ou dans vos prises de position, c'est la mort. Alors, le mot mort, il signifie quoi pour vous? Comment vous dire? C'est la vie qui importe. J'ai jamais eu peur de la mort. J'ai évidemment perdre les gens qu'on aime, et ça vient de m'arriver là tout récemment avec ma mère. C'est quelque chose qui est terrible, mais j'ai une foi tranquille, certaine, une confiance dans le devenir de l'âme, de l'esprit, de la conscience. Ce qui est terrible, c'est avant, c'est ce moment de l'agonie, c'est la peur de la mort qu'il faut essayer d'atténuer chez les gens. C'est tout cet accompagnement que j'ai fait là, en l'occurrence. Et voilà, après, franchement, et là c'est mon intime conviction, je ne suis pas du tout un prosélyte, mais après, il n'y a plus de problème. Après, quand on a suffisamment... travailler son cœur et son esprit sur Terre,
on passe dans un monde tellement, tellement formidable. Comme je disais à ma mère, pour essayer de lui dire vas-y lâche prise, parce qu'il n'y avait plus rien à faire, et je lui disais tu vas te retrouver en vie active, tu ne seras plus condamné à cette fatigue totale, à cette inaction qui est tellement contraire à ta nature. Et voilà, j'ai reçu presque immédiatement après sa mort un signe, comme j'ai la chance d'en recevoir souvent, sur le mode d'humour qui m'est cher et qui m'a donné un peu raison. Albert Einstein, auquel vous vous êtes beaucoup intéressé, a écrit « Je crois en une vie après la mort parce que l'énergie ne peut pas mourir, elle se transforme, elle circule, elle ne s'arrête jamais. » C'est aussi votre sentiment ? Ah oui, totalement. Et je n'aurais pas pu le dire mieux que ne l'a fait Einstein dans une lettre très importante. Alors, vous avez préfacé des témoignages de contact avec l'au-delà, tels que La vie de l'autre côté de Michel Descaire, c'était en 2004. Vous avez par ailleurs coécrit Karine après la vie avec Maryvonne et Yvon Drey, ça c'est en 2002. Et dans l'introduction de ce livre, vous écrivez, je cite, « Je crois que la meilleure façon de nouer le contact avec nos disparus, c'est d'attendre qu'un désir, une demande, un signe, vous nous en parlez, un signe de reconnaissance se manifeste de leur côté. Laissez les morts enterrer leurs morts, disent les Écritures, certes, mais il faut aussi, parfois, leur laisser la liberté de réveiller les vivants. Les morts viennent-ils souvent vous réveiller, dit Yvonne Kovlert ? Oui, ça prouve que je suis un petit peu obstiné, têtu. Voilà, vous avez La Cité des lignes écrite il y a une vingtaine d'années, je pense. Oui, je pense toujours la même chose. Je laisse l'autre côté venir nous faire signe quand il a besoin de nouer ce contact comme ça. Après, il faut pas harponner nos disparus, il faut les laisser évoluer après. Mais ils viennent chez de très bons médiums que je connais et qui après me font la commission, comme font la passe. Pourquoi vous dites heureusement ? C'est quelque chose qui vous ferait peur ? Non, je connais pas la peur, c'est une forme d'infirmité, j'ai aucun mérite à cela, peut-être parce que je suis mort à la naissance, j'ai poussé mon cri, puis j'ai été étranglé par le cordon, et le cœur s'est arrêté, on a mis un certain temps à me réanimer, ce qui fait dire à beaucoup de personnes qui ont fait l'expérience aux frontières de la mort, le FM ou les NDE, que j'ai le profil. Tout le monde me disait longtemps avant que j'apprenne les conditions de ma naissance, on me disait mais si vous avez fait une NDE, je disais non, j'en parlerai, j'ai jamais été dans le coma, j'ai jamais eu. Est-ce qu'on peut expliquer pour les téléspectateurs ce que c'est NDE ? C'est ce qui arrive dans le cas de la mort clinique. C'est-à-dire, la mort clinique, c'est le moment où l'activité cérébrale s'arrête et ça peut être provoqué par la médecine dans des cas d'opération très graves, ou ça peut être le cœur s'arrête et au bout d'un moment les fonctions cérébrales aussi, et puis sauf que les progrès des réanimations font qu'on ramène de plus en plus de gens qui, d'après la définition légale de la médecine aujourd'hui, ont été morts, puisque la mort clinique, c'est l'arrêt de la fonction cérébrale, donc c'est l'électroencéphalogramme plat. Et donc, des gens sont revenus après avec le souvenir d'expériences mystiques ou non, le tunnel, les personnes de lumière, les personnes de leur entourage, défunts ou des inconnus sont venus les accueillir, puis les ont renvoyés après en leur disant c'est pas le moment, ou d'autres cas où simplement la personne revient en décrivant ce qui s'est passé dans les autres salles de l'hôpital, en donnant, je pense à ce cas de Jean Morzel extraordinaire et totalement vérifié, et alors qu'il était dans un coma profond, et puis tout s'est arrêté et il est revenu après, il a donné le numéro de la plaque collée sous le matelas il occupait. Ce qui laisse entendre que la conscience était quand même délocalisée et était partie un peu partout en exploration. D'autres vont décrire ce qui se passe sur le toit de l'hôpital ou ailleurs. On a tellement de témoignages là-dessus qu'il ne serait pas honnête ni scientifique de refuser ces choses qui dérangent. On a une vision parfois matérialiste de la vie, de la mort. Donc voilà, moi j'ai aucun souvenir, puisque ça m'est arrivé à la naissance et donc les circuits qui fixent la mémoire n'étaient pas encore en activité. En revanche, j'ai jamais eu peur de la mort, j'ai toujours eu une empathie maladive et j'ai toujours su
pourquoi j'étais sur Terre et ce que je devais faire, ce qui en effet est le profil à 99% des personnes qui sont revenues de cette expérience aux frontières de la mort. Je vais vous emmener sur un tout autre terrain, il n'y a pas forcément de lien logique entre les mots que je vous propose, c'est réussite. C'est quoi pour vous la réussite ? La réussite... Alors, une vraie réussite, c'est quelque chose qui ne laisse pas insatisfait. Parce qu'il y a ce que j'appelle les fausses réussites, qui soient financières, de notoriété, tout ça, où tout à coup on dit oui, c'est bien, mais je veux encore plus, je veux... Non, ce qu'il est... Pour moi, un exemple de réussite, c'est vraiment d'être parvenu à écrire le livre que vraiment j'avais en tête. C'est-à-dire à avoir tout mis... à avoir convoqué la langue française, l'imaginaire, l'observation, l'inconscient, le non-dit au service de quelque chose que les gens pourront vraiment recevoir comme je l'ai conçu. Et c'est la réussite technique, si vous voulez. Et celle-là, elle est plus importante pour moi que les grands prix qu'on a pu me donner, que les tirages de mes livres, ou que et puis essayer de réussir, en tout cas de concourir à la réussite du destin des gens qu'on aime, du destin, du bien-être, de la joie, de la réparation, réussir, enfin en toute modestie, contribuer à la réussite de quelqu'un est plus important pour moi bien sûr que toute réussite matérielle. On oppose souvent le fait de réussir dans la vie au fait de réussir sa vie. Est-ce que vous pensez avoir gagné sur ces deux terrains, sur ces deux tableaux ? On dira ça quand je serai mort. Hein. J'ai encore, il y a des choses que j'ai ratées, que j'espère réparer, reconstruire, voire réussir peut-être. D'autres choses que j'ai réussies, mais c'est pas pour ça que j'ai pas envie de continuer de les refaire, d'essayer de faire mieux encore. Donc non, j'en suis pas du tout à ce genre de bilan. Moi, ce qui compte, c'est l'envie, c'est me réveiller le matin avec une idée, un enjeu, envie, quelque chose qui m'excite dans l'écriture, dans les rapports avec les autres et tout, qui fait que, comme je vous le disais, j'ai pas peur de la mort, mais je pense que j'aurais besoin d'une très longue vie pour arriver à accoucher de tous les rêves que j'ai, de tout ce que j'ai envie de faire pour les autres et pour moi aussi. Donc, mais en même temps, si ça s'arrêtait demain, et là je suis totalement sincère, je partirais sans regret, et c'est peut-être ça, c'est-à-dire j'ai réussi ma vie, c'est-à-dire que Dieu sait si j'ai encore plein de choses à faire et que mais je crois qu'on m'a tellement donné, j'ai donné le maximum aussi, et que il y a des gens qui meurent et c'est une vraie tragédie parce que ils n'ont jamais eu l'occasion de découvrir qui ils sont et d'en faire quelque chose. Moi, j'ai découvert et j'en ai fait. Donc, ça pourrait s'arrêter là. Je ne râlerai pas. Mais si ça continue, je serai ravi. Alors, quand on dit réussite, on pense souvent échec, par contradiction. Des échecs, vous en avez rencontré ? Oui, heureusement, parce que comment apprécier la réussite si on n'a pas eu l'échec ? Mais les échecs les plus marquants sont pas ceux que les gens connaissent. C'est pas tout à coup un livre ou un film qui marche moins bien que les autres. C'est pas un examen qu'on rate. C'est pas un prix qu'on n'a pas à un moment donné. Non, c'est pas ça. Ça, c'est l'événement. Alors, pour le coup, il y a peut-être un lien possible entre l'avant-dernier mot et le dernier mot, puisque je vous propose de réfléchir au terme de gratitude. Alors, la gratitude, ça c'est vraiment un des sentiments que je mettrais quasiment en numéro 1, parce que je préfère dire merci plutôt que pardon. Dire merci, être conscient de ce qu'on doit aux autres, c'est une force vive extraordinaire. C'est un carburant, c'est vraiment quelque chose qui fait tourner la machine humaine. Voilà, dire merci que ce soit dire merci à Dieu, que ce soit dire merci à un arbre parce qu'il est beau, parce qu'il sent bon, parce qu'il se donne du mal pour pousser au milieu du bitume, dire merci à un animal, dire merci à un coucher de soleil, et dire merci aux gens qu'on aime, et dire merci aussi parfois
aux gens qui vous aiment pas et qui vous ont fait du bien sans s'en rendre compte par une malversation qui, en fait, s'est retournée contre eux, ou du moins s'est retournée pour vous, si je puis dire. Donc, ouais, la gratitude, c'est un des états les plus riches et les plus productifs que je connaisse. Envers qui est-ce que vous en éprouvez? Vos parents? Est-ce que vous avez eu des guides spirituels? Et ces personnes, est-ce que vous avez le sentiment de leur avoir suffisamment manifesté cette gratitude? Ah oui, alors là, c'est une chose où j'ai jamais fait de rétention de gratitude. D'abord, ça me fait trop plaisir, c'est trop... Et puis faire sentir à la personne qu'on a remarqué ce qu'il a fait, ou parfois expliquer des années après à quelqu'un que grâce à cette chose qu'il a fait à ce moment-là, on est arrivé à ça et ça a aidé. Bon, j'ai eu des instituteurs extraordinaires que j'ai eu le temps de remercier. J'en ai qui sont encore vivants, à qui je continue de dire merci parce que ils m'ont fait gagner un temps fou en ne faisant pas faire des heures supplémentaires à essayer de comprendre les maths, tout ça qui n'était pas du tout mon truc, et uniquement à me laisser dans la langue française, dans l'imagination, dans le maniement de la langue. Et voilà, j'avais un extraordinaire curé au catéchisme qui était à la fois professeur d'arts martiaux et qui nous faisait le catéchisme. J'étais allé au catéchisme parce qu'à l'époque l'école n'était pas mixte et le seul endroit où je pouvais voir des filles c'était le catéchisme. Donc c'était pour des raisons qui n'étaient pas vraiment très catholiques. Et à l'arrivée j'étais ravi de ce moment. Puis j'ai eu un lien avec cet homme qui était un prêtre baroudeur, la race des missionnaires, des constructeurs de cathédrales, et en même temps une compassion, un humour, un type formidable. J'ai eu la chance de retrouver, des années après, il était le curé de la cathédrale d'Antibes, et cet homme qui était un colosse pour moi quand j'étais garçon, une montagne, tout ça, est venu vers moi. C'était un petit monsieur. Et j'ai eu la chance de pouvoir dire merci, voilà, au père Balsamo. Dans ce qui vous a appris, ce père Balsamo, dans ce qu'il vous a dit, qu'est-ce qui vous a le plus touché, le plus marqué, le plus aidé à vous construire? Bon, j'étais un petit peu affabulateur, comme tout romancier, puis surtout, j'avais compris que quand vous fiche la paix, il faut laisser sentir aux gens que vous êtes vraiment intéressé par ce qu'ils font. Et comme ça, quand on m'a demandé qu'est-ce que je vais faire plus tard, j'allais dire je vais être missionnaire. Et alors là, évidemment, les gens tout au coup, c'était surtout pour séduire les filles que je disais ça. Je m'étais dit que ce serait quelque chose de grand. Et lui, j'ai vu tout de suite dans son regard qu'il avait compris que voilà, il y avait une familiarité entre nous, mais il a quand même joué mon jeu. Et ça, c'est des moments extraordinaires. Alors, il y a une autre personne pour laquelle vous éprouvez peut-être de la gratitude, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, auquel vous aviez demandé, quand vous étiez jeune, quand vous aviez 17 ans, je crois, s'il vous autorisait à mettre en scène, à Nice, à l'endroit où vous viviez, sa pièce Huis clos. Et à titre tout à fait exceptionnel, vous avez autorisé à le faire. Il vous a même envoyé, je crois, vous pourrez nous en parler, un petit mot très touchant. Oui, alors, c'est une histoire à 3 temps, si j'ai le temps de vous la raconter brièvement. D'abord, elle commence très mal sur le plan moral, puisque quand j'essayais désespérément de faire éditer mes romans quand j'étais gamin, on m'avait dit, j'avais entendu qu'il faut être recommandé, avoir des lettres de recommandation. Donc, dans la librairie où j'allais, on vendait des autographes, et il y avait des autographes de Jean-Paul Sartre. Et moi, je voulais aller chez Gallimard, c'est celui qui avait le plus de prix Goncourt. Donc, je prends un papier carbone et je recopie la signature de Sartre, et après j'écris une fausse lettre de Sartre aux éditions Gallimard recommandant mon manuscrit. Et j'ai jamais eu de nouvelles, preuve que les recommandations parfois on exagère leur vertu. Et à la suite de ça, quand j'ai 17 ans, je monte Huis clos au club théâtre du lycée, et puis on est choisi pour jouer au théâtre de Nice par Jean-Pierre Bisson, qui dirigeait le Théâtre National de Nice. Sauf que je ne savais pas qu'il fallait demander l'autorisation à la SACD pour jouer une pièce. Et donc la pièce est interdite dès que la publicité sort, parce qu'il n'y a pas d'autorisation. Et là, mon père, qui était avocat, me dit la seule solution, c'est d'écrire à l'auteur. Et j'envoie une lettre à Jean-Paul Sartre aux éditions Gallimard pour dire
combien je regrette, je ne savais pas qu'il fallait demander l'autorisation, mais on aime tellement cette pièce, on va la jouer dans un cadre professionnel, c'est merveilleux pour nous et tout. 4 jours après arrive un télégramme, autorisation de jouer huis clos, signé Jean-Paul Sartre. Premier cadeau extraordinaire de cet homme dont j'avais contrefait l'écriture des années auparavant. Et puis ensuite, je reçois, après les représentations, quelques temps après, une lettre dictée par Sartre, qui était quasiment aveugle à l'époque, en 1977, mais signée par lui, disant Monsieur, des amis étaient dans la salle, on jouait huis clos, et ils m'ont dit que le public riait. Lorsque j'ai écrit cette pièce, je pensais avoir écrit une comédie. Tout le monde a su me prouver le contraire. Merci, tant d'années après, de m'avoir redonné raison. Alors là, oui, c'est une double gratitude. Évidemment, le merci qu'il me dit là, je le reçois en plein cœur. Moi, je lui dis un petit pardon quand même dans ma tête par rapport à ce que j'avais fait au début de notre relation unilatérale. Et puis l'extraordinaire gratitude de recevoir cette lettre-là, quand on est personne, quand on fait juste, j'étais pas publié bien sûr, j'ai monté une pièce telle qu'elle était écrite. C'est vrai que la pièce, elle est très très drôle. J'avais monté sans tout le fatras existentialiste, simplement parce que j'ignorais tout de l'existentialisme auquel on aurait voulu réduire Sartre. J'ai monté la pièce comme elle était écrite. C'est une vraie comédie, féroce, dure, implacable, et c'était si bon d'entendre les gens rire. Et voilà, avoir fait ce plaisir à Sartre, c'est vraiment moi qui dis un grand merci. Ben c'est nous qui vous disons merci. En plus, là, vous avez réussi la prouesse de mélanger réussite de cette adaptation et gratitude envers Jean-Paul Sartre. Donc merci beaucoup. On se retrouve tout de suite. Merci pour votre choix des mots. Voilà, c'était bien choisi. À tout de suite. Alors racontez-nous, Didier Van Covelaere, cette expérience de se retrouver seul sur un plateau. Comment vous l'avez vécu ? Je trouve ça formidable parce que c'est mieux que la radio, tout en restant de la télé. Mais là, on oublie, bien sûr, l'interlocutrice. On oublie la caméra. Et en plus, là, le décor aide beaucoup à se projeter en soi-même pour être vraiment sincère au plus près par rapport aux questions. Mais c'est assez magique. Je ne m'attendais pas à dire ce que j'ai dit. Voilà, vous avez vécu une expérience singulière. Ah ouais, vraiment. En tout cas, c'était très touchant. Et sur la gratitude, j'avais envie de vous demander si vous en ressentez aussi vis-à-vis de votre public fidèle au fil des années. Bien sûr. Cette fidélité, d'ailleurs, c'est le premier mot. C'est-à-dire que ce qui est formidable, c'est dès la mise en place du livre, les gens vont l'acheter, ils attendent ce rendez-vous. Et ça, c'est... Et puis le public se renouvelle aussi. Et puis les gens qui viennent me voir. Bon, je ne peux pas gérer le courrier, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, tout ça, d'autres le font pour moi. J'écris énormément, je travaille beaucoup, mais je ne peux pas à la fois écrire et correspondre et répondre. En revanche, quand je suis en librairie, dans les salons du livre, là, je suis disponible quand les gens viennent. Et là où mes lecteurs me bluffent, c'est quand ils arrivent à me dire, en public, dans d'autres gens, d'une manière tellement concise, sincère, souvent bouleversante, pourquoi ils ont tel ou tel rapport avec mes livres, en quoi ça a changé des choses dans leur vie, dans des choses parfois très très intimes, avec une précision dans l'expression à laquelle on n'est plus habitué. On est dans un monde qui ou bien réduit tout sous forme de tweet, ou bien délaye. Donc là, la précision dans l'expression la plus pointue, la plus profonde des choses qui leur tiennent à cœur, et surtout faire ça alors que d'autres gens attendent leur tour. Je suis assez épaté, et un grand merci pour ça aussi. Oui. Alors, après vous avoir fait vivre une expérience singulière d'être seul sur un plateau, je vais vous proposer une autre expérience plus classique, quoique. Je vais vous proposer un questionnaire de Proust très, très, très revisité. La première question, en toute logique, c'est qui est votre personne de confiance ? Si c'est pas trop indiscret, bien sûr. Je fais une réponse qui paraît très prétentieuse, mais je dirais c'est moi-même. Pas moi-même dans le miroir, mais ma conscience profonde. C'est moi que j'interroge en premier. Après, j'ai la chance d'avoir des amis, un prof, une femme qui est tout à fait en phase, en écoute, et
qui rebondit. Voilà, j'ai la chance d'avoir plusieurs personnes de confiance. J'avais un père et une mère qui rentraient complètement dans ce cadre-là. Je ne les ai plus, mais il reste tout ce dont je me suis nourri aussi. Quand je dis je suis ma personne de confiance, cette personne aussi doit à tous ceux qui l'ont formée. Vous vous êtes beaucoup intéressé aux chiens. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Plutôt un chat qu'un chien, parce que il y a tellement de souffrance dans la vie d'un chien, d'inquiétude, de stress, d'abandonnite, comme on dit en psychanalyse, sentimental. Le chien est venu vers l'homme, a créé un lien qui le rend heureux quand ça se passe bien, mais tellement dépendant de manière affective que les chats n'ont pas ce problème. Je pense que je serais plus un chat qu'un chien. Ouais. Même question pour les plantes qui semblent vous fasciner. Quelle plante seriez-vous? Le pissenlit. Le pissenlit, parce que c'est une mauvaise herbe, croit-on, dit-on. Et le pissenlit, il est indestructible. C'est l'immortalité chez les plantes, il y a deux manières de l'exercer. Ou bien en étant indestructible comme lui, ou bien avec la reproduction végétative, c'est-à-dire le pan d'eau, c'est la plus grande surface, la plus grande masse qui soit sur Terre, et c'est un arbre qui fait les 60 hectares et tout. En fait, il a repoussé, il s'est cloné. Donc, mais ça n'est pas une forêt puisque c'est le même arbre qui est l'un des plus vieux sur Terre et qui continue. Voilà, donc il y a cette immortalité-là. C'est fascinant. Mais je préférerais être le pissenlit parce que le pissenlit, vous l'arrachez, il repousse. Vous le broyez, chaque fragment va redonner un nouveau pissenlit. Vous l'enterrez, il va sortir une espèce de tige grêle, genre périscope, et repousser en surface. Après, donc, ça vous ressemble, ce côté têtu, ce côté... Ouais. Oui, c'est pour ça que je vous dis pissenlit. Et en même temps, le pissenlit a une ressource intérieure extraordinaire. C'est-à-dire que le jour où, comme ça risque d'arriver, l'EVA, la plante à caoutchouc, attaquée par un champignon gravissime en ce moment, ne peut plus produire son caoutchouc. Or, aucun pneu ne peut faire rouler une voiture s'il y a basse température, il n'y a pas 30% de caoutchouc naturel. Et pareil pour les gants de chirurgien, les préservatifs, tout ça. Il faut, pour éviter les allergies, du caoutchouc naturel. Il n'y a que le pissenlit qui en contient. Quel est le goût de votre enfance ? Il y en a plusieurs. Chez moi, le goût et l'odeur, ça marche en vague. J'allais vous répondre, l'encre des enconversés dans l'encrier, j'en ai pas le goût, j'ai pas dégusté. Que vous n'avez pas bu votre encrier. Mais chez moi, l'odeur et le goût, c'est vraiment la même chose. Sinon, il y a... J'aimais beaucoup, je faisais du théâtre quand j'étais j'aimais beaucoup me déguiser, et il y a une odeur que j'adore, et que j'adore toujours, parce qu'il me reste un petit flacon. C'est ce qui permet de coller les postiches. Ça s'appelle le fard vernier, vernicole. Et ça, c'est une odeur sucrée cristallisée qui est entre la cannelle et le caramel et une petite pointe de musc, si j'arrive à le décrire à peu près. Et ça, c'est un... Et en même temps, alors là, je remets les pieds là sur cet ersatz de divan pour faire la psychanalyse. En fait, c'est lié au moment où j'étais un autre à travers un déguisement. Il y a aussi le souvenir du déguisement. Où je quittais l'enfance pour me déguiser en vieillard, pour jouer des rôles de cet âge-là. Donc, ça veut dire plein de choses dans cette odeur. Alors, si vous étiez déguisé en fée, ce qui n'a pas dû vous arriver très souvent, mais imaginons que vous soyez déguisé en fée avec une baguette magique, quel rêve vous réaliseriez ? J'aimerais bien aller faire un repérage dans l'après-vie. Juste pour vérifier que ça ressemble à ce qu'on vous en a dit ? Non, juste pour un avant-goût comme ça. Vraiment pour le fun, pour vérifier si ma construction imaginaire est conforme à la réalité, si c'est pas le phénomène de l'appartement témoin. Vous savez, peut-être que vous auriez plus envie de revenir. Ah si, bien sûr. Je ne sais pas. Puis vous rencontrez tous les Je vous dis bien sûr parce que j'en ai l'instinct profond et juste envie d'un petit repérage ludique comme ça, mais j'y vais en rêve. Envie d'aller sur la Lune, vous avez envie d'aller dans l'au-delà et de revenir. Ouais, non, la Lune, je vois pas l'intérêt là, mais rêvons ce qu'il y a sur la Lune. Le don de la nature que vous n'avez pas et que vous rêveriez d'avoir. Ce que réussissent les plantes, les arbres, sur la communication à distance,
c'est une expérience qui a été publiée l'an dernier dans Science ou Nature, je ne sais plus. Vous stressez une plante en mettant du sel dessus. C'est terrible pour une plante. Elle va, en 24 heures, modifier sa composition pour se rendre résistante au sel. Mais en même temps, elle va prévenir toutes les autres plantes autour. Et c'est très facile de constater en laboratoire ou dans la nature que les plantes qui n'ont pas été salées se rendent résistantes au sel. Elles communiquent Simplement, entre elles. bien sûr, les plantes communiquent par des composés organiques volatiles, par des ondes électromagnétiques, par les racines. Mais on a fait l'expérience de mettre des plantes en bac comme ça, il n'y a aucune communication entre les racines et l'aide des filaments de champignons, et l'info fonctionne quand même. Et alors, quel est le lien entre le don de la nature que vous voudriez avoir, cette capacité à communiquer avec les autres sans leur parler? Oui, alors je peux avoir, en tant que romancier, par l'intuition, par l'empathie, par essayer de me mettre à la place de l'autre, essayer de faire ressentir. Un livre, c'est toujours une lettre d'amour ou d'amitié qu'on écrit à quelqu'un aussi, à travers le grand nombre de lecteurs. Voilà, l'idée que sans ce biais-là, pouvoir être compris. La nature, évidemment, a ce don-là. Nous l'avons perdu. Il y a des grands sujets télépathes, mais c'est très difficile aujourd'hui de travailler la télépathie alors qu'on a le téléphone portable, qu'on a tout. C'est pour ça que l'être humain ne sait plus communiquer à distance. Et on a aussi la télévision, grâce à laquelle on pourra vous voir, et Internet aussi, puisque cette émission est retransmise sur le site. Merci beaucoup, Didier von Ribbler. J'aurais encore 1000 questions à vous poser, mais hélas, il faut rendre l'antenne. Vous étiez là pour nous parler de votre livre « La personne de confiance », paru aux éditions Albin Michel. Avant qu'on termine, est-ce que vous souhaitez ajouter un dernier mot? Merci. C'est à la fois banal et c'est tout à fait sincère. C'est un vrai espace de liberté et de découverte de soi aussi, parce que vous m'avez emmené sur des chemins où je ne m'attendais pas à me retrouver. Et puis c'est toujours agréable de voir combien les personnages qu'on écrit, qui sont des personnages de fiction, finalement nous renvoie à nous-mêmes. Alors que j'aime beaucoup me distribuer dans d'autres personnages très différents de moi, afin de voir le monde d'un autre œil que le mien. Et en fait, je me rends compte combien en même temps je suis à l'intérieur d'eux, et combien ils parlent de moi. Écoutez, en tout cas, je suis ravie si on vous a surpris, parce que vous nous surprenez à chaque fois dans vos livres, et en partie avec celui-là. Donc merci à vous, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, ktotv.com. Bonne soirée et à très vite.